Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. C'est tous les lundis, vous avez l'impression que c'est la même chose, ça n'est jamais la même chose. Les sujets sont variés, étonnamment. Il y a tellement d'engagement dans cette belle France que il nous faudrait une émission tous les soirs avec le G500, avec Aurélie Gros qui est avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Stéphane Pellet, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment allez-vous ? Extrêmement bien. Je me disais comme ça qu'il pourrait y avoir un certain abbé dans notre générique et qui pourrait trouver sa voix lui aussi pour s'associer à ce générique. On pourrait le rajouter. Vous avez bien raison. C'est vrai. On va y penser avec notre super réalisateur qui fait il fait des génériques, il fait des lancements, des contextualisations. Il est bon. Allez, au sommaire de cette émission, urgence pauvreté, solidarité en France. En 2024, en France, la pauvreté s'aggrave. 9,7 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. En 2023, marquant une hausse alarmante. De plus, la précarité tue avec 25 sans-abri décédés de froid en 2024, 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre. Celui qui aura été son dernier secrétaire particulier sera avec nous, Laurent Desmarres, le président d'honneur. Crise du logement en France, alerte rouge. En 2022, la demande pour le logement social atteint 2,4 millions en hausse depuis 2017. Seuls 93 000 logements sociaux ont été financés en 2023, une baisse notable par rapport à 2016. Les crédits immobiliers ont également chuté de 271 milliards à 166 milliards en un an. Ces chiffres révèlent une crise du logement alarmante en France, soulignée par le 29e rapport de la Fondation Abbé Pierre exposant l'urgence sociale qui s'intensifie. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation, est avec nous ce soir pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » Et nous sommes très heureux d'accueillir Laurent Desmarres qui est avec nous, président d'honneur de la Fondation l'Abbé Pierre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et avec vous Aurélie, important de faire cette émission sur ces sujets. Oui, important, et quand vous écoutez ce message qui est saisissant... C'est saisissant, c'est plein de bon sens. Il y a quelques semaines de ça, nous avions eu la chance de recevoir Patrick Chassigné, l'un des responsables notamment des programmes de la Fondation Abbé Pierre, qui nous avait présenté les pensions de famille, et on s'était dit... il va falloir recommencer parce que l'Abbé Pierre, la fondation, c'est très large. Il y a beaucoup d'actions. Vous savez, il y a un film qui est sorti récemment sur l'Abbé Pierre, et aujourd'hui, il était important pour ses 70 ans, pour cet appel de l'Abbé Pierre dont nous venons d'entendre quelques mots, d'avoir une émission beaucoup plus large, une émission spéciale autour de deux grands invités, dont celui qui est avec nous au téléphone, et Laurent Desmarres, et on est ravis de l'accueillir. Donc bonsoir Monsieur Desmarres. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez été un de ceux qui l'ont le mieux connu, et vous étiez auprès de lui à la fin de sa vie lorsqu'il a disparu en 2007. Et on aimerait savoir un petit peu quel souvenir vous gardez de lui. Je garde le souvenir d'abord d'un vieux grand-père que j'aimais beaucoup et qui me manque, mais aussi le souvenir d'une personnalité importante et imposante, et qui était très très partie prenante de toutes les luttes contre les injustices. Laurent Desmarres, l'appel de l'Abbé Pierre, c'était il y a pile 70 ans, il y a quelques jours, le 1er février dernier, donc c'était jeudi le 1er février. Est-ce que quelque part, c'est pas le gros échec de notre société
c'est que l'abbé Pierre tirait la sonnette d'alarme il y a 70 ans, et quand on voit les chiffres de la pauvreté aujourd'hui, après pourtant 50 ans de 30 glorieuses, et après, il faut être franc, 50 ans ou 30 ans de 30 piteuses, on n'a absolument pas solutionné le problème. Bien sûr, on n'a pas solutionné le problème. Bien sûr, il y a encore énormément de gens en grande difficulté, mais le logement, la cause du logement, elle a quand même vraiment avancé. La loi SRU, plein de choses qui ont avancé. Les logements sont beaucoup plus habitables qu'ils n'étaient. Il y a quand même des choses qui ont avancé. L'abbé Pierre s'est pas battu pour rien. Et puis il y a aussi la loi qui interdit aux gens dans les périodes d'hiver d'être expulsés de leur logement. Enfin bon, il y a des avancées que l'abbé Pierre a faites, et le combat n'est pas un combat inutile. Alors il faut le continuer. Laurent, on démarre. Bonsoir, Stéphane Pellet ici, et donc avec nous à nos côtés Manuel Domergue, que vous devez bien sûr connaître, avec qui vous avez travaillé. Bonsoir Manuel. Un certain nombre d'années. Si se connaissait pas, il y aurait un problème. Un des deux est un imposteur, je pense. Est-ce que pour prolonger ce que vous venez de dire, est-ce que justement il n'est pas important, peut-être, et Manuel Domergue pourrait nous le confirmer, de bien séparer le problème des gens qui sont dans la rue et puis de la question de la pauvreté, parce que finalement dans la rue, quand même, il faut bien le dire, ça se voit, ça nous touche, et souvent on a tellement mauvaise conscience quand on rentre chez soi. La pauvreté, c'est plus de 9 millions de personnes, et là c'est différent parce que souvent elle ne se voit pas. Laurent Desmarres. Oui, bien sûr, je pensais que vous alliez interroger Manuel, c'est pourquoi je me taisais, mais bien sûr, il faut différencier les deux choses, mais en même temps, les personnes qui sont à la rue souffrent, mais les personnes qui sont en grande pauvreté, elles souffrent aussi, et énormément de familles, de familles monoparentales, d'enfants, c'est terrible. On peut pas se contenter de ça, et on doit agir. On doit faire le plus possible pour aider les personnes qui sont mal logées, qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations de pauvreté. Il faut vraiment le faire, quoi. Où en est la mobilisation des bénévoles aujourd'hui? Cette fondation, elle représente combien de personnes aujourd'hui pour qu'on se rende compte de l'efficacité du travail? Bon, il y a 200 personnes à peu près, hein, mais nos bénévoles, la question c'est que nous touchons beaucoup de bénévoles par l'intermédiaire des associations que nous aidons, parce que la fondation, elle a pour arme toutes ces associations qui sont des associations de terrain et qui permettent à la fondation de développer tout son programme. Donc c'est quand même c'est à travers ces associations qu'il y a énormément de bénévoles qui peuvent se mobiliser. Une armée humaine. On ne peut pas en faire la comptabilité. Laurent Desmarres, vous pouvez peut-être quand même en quelques mots nous rappeler aussi un tout petit peu votre parcours, et puis combien d'années vous avez été le secrétaire particulier de l'abbé Pierre, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que d'abord tout a commencé avec les communautés d'Emmaüs en 1949, et ça c'est un mouvement international avec des milliers de bénévoles, ou des dizaines de milliers. Oui, ça, c'est le mouvement Emmaüs, 1949. Le premier compagnon est un bagnard qui vient voir l'abbé Pierre, qui est complètement désespéré, et l'abbé Pierre lui dit: mais moi je peux rien faire pour toi, mais toi tu peux peut-être m'aider à aider les gens qui sont à l'extérieur. Et c'est ça le fond de toutes les communautés Emmaüs. Si à chaque fois qu'on accueille un compagnon, on pouvait lui dire: ça tombe bien que tu sois venu, parce que avec toi on va pouvoir en faire davantage, la personne devient autre, parce qu'elle trouve un sens à sa vie, en plus d'être hébergée, en plus d'être logée et nourrie, elle donne un sens à sa vie. Et ça, c'est le fondamental des communautés. Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis rentré à Emmaüs il y a 50 ans exactement.
Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui. Bon demi-siècle. Oui, bon demi-siècle, oui. Mais j'ai travaillé avec l'abbé Pierre pendant, vraiment en collaboration, pendant une vingtaine d'années avec lui, puisque j'ai été délégué général d'Emmaüs International. Et j'ai travaillé beaucoup plus concrètement en son secrétaire particulier les 10 dernières années de sa vie. Eh ben, vous restez avec nous, bien entendu, Laurent Desmar, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre, et on garde bien sûr Manuel Domergue, qui est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Vous pouvez bien sûr réagir 0826 300 300. Tiens, si vous êtes un bénévole de cette fondation ou d'une entreprise ou d'une association qui travaille avec la Fondation Abbé Pierre, on sera ravis de vous accueillir à l'antenne au 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Tout le monde connaît cette fondation Abbé Pierre. Elle a 70 ans. Laurent Desmar est avec nous, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Bien entendu avec le G500. Les cofondateurs sont avec nous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Laurent Desmar, j'avais envie de dire que aujourd'hui, Emmaüs, avec les dons que tout le monde apporte à Emmaüs, avec ces transformations finalement des meubles, je me dis, mais vous étiez précurseur finalement, mais même d'une tendance de recycling. C'est ça qui est dingue. Ah bah ça c'est sûr que l'abbé Pierre avait été, enfin les premiers compagnons et l'abbé Pierre ont été précurseurs pour ce qui concerne la récupération, ça c'est vrai. Et il y a matière à faire, vraiment. On a été, moi je trouve ça toujours extraordinaire. À la fois on permet à des objets de retrouver une possibilité, une nouvelle vie. Mais c'est les personnes qui transforment de nouveau ces objets sont des personnes qui ont été elles aussi rejetées à la rue et qui reprennent une autre existence également. C'est là la beauté du truc. Mais Laurent Desmar, on voit les chiffres, 9,7 millions de pauvres, ça fait grosso modo 15% de la population française, ce qui est colossal exactement, c'est énorme. Comment expliquer que la pauvreté continue toujours d'augmenter? C'est un problème de quoi? De répartition de richesse, de modèle social français qui est plus adapté à la mondialisation? Le problème c'est quoi? Le principal problème? Ou les principaux? Non, je pense que vous avez raison. C'est un problème de répartition des richesses, et ça n'est pas simplement qu'un problème français. On le voit dans toute l'Europe, on le voit dans tous les pays riches, on les voit dans les pays pauvres aussi. C'est vraiment un problème de répartition des richesses. Il faut partager davantage, c'est clair. Mais la France est le pays le plus redistributif du monde. Alors comment est-ce que ça se fait que ça marche pas en France? C'est aussi parce que les personnes, c'est redistributif, mais ça permet pas aux gens de pouvoir sortir des situations de misère. Et donc on piétine, on patine. Il faudrait que les personnes puissent retrouver une vraie dignité dans leur vie. Il faudrait qu'elles puissent retrouver une vraie capacité à sortir des problèmes de misère. Mais elles y sont maintenues. Ça ne peut pas fonctionner. Redistributif, mais aussi administratif. Le pays le plus administratif du monde. Donc peut-être qu'il y a un problème aussi autour de cette question de l'administration. On parlait des APL, c'est des dossiers. On parle des aides sociales, c'est des dossiers. Et quand on est en situation de rue ou en grande pauvreté, des fois on fait de la phobie administrative. On ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Et c'est peut-être un des problèmes aussi en France par rapport à ces personnes qui ont des difficultés, donc qui vont pas se rajouter de l'administration en plus. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui devraient pouvoir avoir certaines aides et qui ne l'ont pas parce que c'est trop difficile, ou parce qu'elles ne le savent même pas. C'est ça aussi. Laurent Desmar, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez les compagnons. Il y a quand même pas mal de métiers, ce que nous on appelle le métier de la main, à revaloriser aussi, qui sont des métiers aujourd'hui qui cherchent énormément de personnes en tout cas, et qui est un métier à en devenir. On a vu ce qui s'est passé avec Notre-Dame. On voit aujourd'hui que ces métiers aujourd'hui sont pérennes dans le temps, avec énormément de travail. Est-ce qu'il ne faut pas travailler aussi là-dessus et aller chercher, retrouver ces métiers? Oui,
il faut revaloriser ces métiers, redonner la possibilité d'abord des réapprentissages, mais aussi et leur donner la possibilité de pouvoir vivre de leur métier. On voit bien les agriculteurs sont dans des situations difficiles parce qu'ils ne vivent pas de leur métier. Il faut payer ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre. On en est tous là. Il y a une pédagogie à faire auprès des Français, justement, de se soucier de l'autre et de dire attention, parce que si vous avancez, il faut ouvrir les bras pour faire avancer les autres. Ça manque un petit peu. Il y a ce manque de cohésion entre nous. Je sais pas, parce que on l'a vu pendant le Covid. Les gens sont extrêmement généreux. Les gens sont extrêmement généreux. Dès qu'il y a un vrai problème, dès qu'il y a une difficulté, ils sont tous prêts à participer. Nous fondation, tout l'argent que nous avons, 80%, un peu plus de 80%, c'est des dons. Et donc les gens ont une générosité. Je pense que les gens sont généreux. Stéphane Pellet. La question, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de partage de la part des gens les plus riches, qu'il y ait une possibilité de partage et qu'on paye vraiment ce qu'on doit pour le travail qui est fourni. On le voit dans la santé, on le voit dans l'éducation, on le voit. Enfin bon. Revalorisation des salaires, c'est ça. Bien sûr. Laurent Desmar, donc vous avez été auprès de ce personnage quasiment iconique, il faut bien le dire, l'abbé Pierre, et on sait que la mobilisation autour de vous tient beaucoup à cette personnalité, à cette figure, et donc à son message. Comment vous pourriez le caractériser aujourd'hui pour que justement des gens comme Manuel Domergue qui est là autour de nous soient mobilisés? C'était quoi la nature de son engagement? Parce que notamment vous avez parlé du fait de faire par soi-même, de se donner la main les uns aux autres, mais aussi de créer de l'activité, ça vient d'être dit plusieurs fois. Comment vous le diriez de manière contemporaine, moderne, ce message? Il y a l'attention continuelle à l'autre. On peut pas vivre sans les autres. On peut pas se suffire à soi-même. On peut pas. Ça, c'est vraiment une des grandes forces de l'abbé, de dire vous devez les uns l'humanité c'est nous tous quoi. Et il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir y arriver. C'était la force de son message, je pense. C'est l'interconnexion, c'est ça que vous voulez dire. L'interconnexion, c'est on doit s'entraider, on peut pas laisser les gens dans des situations impossibles parce que ça nous reviendra en boomerang, ça nous reviendra dans la figure. Laurent Desmar, vous échangez, vous vouliez réagir? Non, allez-y. Il faudrait, il n'y a pas de problème. Non, si vous aviez un mot à dire, non, pas du tout. Vous voulez poser une question? Non, je disais, Manuel Domergue, c'est aujourd'hui le même message dans ceux qui dirigent la Fondation Abbé Pierre? Oui, évidemment, on essaie de s'inscrire dans les pas du fondateur, modestement. La campagne là pour les 70 ans de l'appel, cette année, c'était « Nous sommes tous les héritiers de l'Abbé Pierre ». Le but, évidemment, n'est pas de capter un héritage, mais de dire que l'esprit qu'il a insufflé, notamment à travers l'appel de 54, il doit traverser la société entière. Et c'est que son message, et il y avait un truc très personnel, c'est qu'il arrivait à motiver les gens et à leur donner un sentiment d'urgence. Donc vous pouvez faire quelque chose. Vous, là, vous êtes, peut-être vous n'êtes pas une personne importante dans la société, aux yeux de la société, mais vous devez vous engager. Et à tel point que des gens mettaient entre parenthèses leur carrière, leur formation pour aller s'engager ici ou là, et parfois bifurquer parce qu'ils avaient rencontré l'abbé Pierre. Il y avait un côté très prophétique, et son activité de curé, évidemment, lui donnait une force dans l'engagement qui faisait qu'il avait une parole que personne aujourd'hui est capable d'avoir, d'entraîner les foules. Et sans cliver. C'était assez étonnant parce qu'il avait un discours ultra radical. Il disait il faut redistribuer les richesses, vous êtes des assassins si vous gardez vos milliards par devers vous, etc. Et en même temps, il était très cash. Il était très cash, mais il n'était pas dans un clivage gauche-droite ou catholique contre d'autres. Il disait tout le monde doit s'engager maintenant. Vous avez dit il était curé, mais il a aussi été député et résistant quand même. Il a eu une vie, il en a eu 36 en une, lui. On est d'accord. Vous qui l'avez bien connu, Laurent Desmar, c'est vrai qu'il a été quand même député, grand résistant. L'abbé Pierre, c'est pas le pape, mais c'est quand même peut-être le curé le plus connu de France avec le curé d'Ars. C'est pas un peu ça, l'abbé Pierre, un homme multifacette? Oui, c'est quelqu'un qui disait toujours « Je ne me dérobe pas
devant la souffrance qui vient. Et par conséquent, s'il faut que je sois député pour pouvoir aider les gens, je le fais. S'il faut que je sois résistant pour pouvoir aider les Juifs à quitter le territoire français, ben je le fais. C'était quelqu'un qui ne se dérobait pas à la souffrance des gens qui l'interpellaient. En tout cas, il était très inspirant. Allez, vous restez avec nous, Laurent Desmarres, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre. À moins que vous vouliez... Non, mais Laurent Desmarres, au contraire. Si vous restez avec nous, nous serons ravis. Voilà, grand plaisir. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. On fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et encore une très belle émission des vraies voix citoyennes, montée organisée par Aurélie Gros et Stéphane Pellet, le G500 avec forcément des personnes admirables comme Laurent Desmarres, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre, que nous remercions encore d'être avec nous, et aussi Manuel Domergue, directeur des études et de la Fondation Abbé Pierre. Si vous deviez forcément, Laurent Desmarres, vous projeter, puisqu'on vous garde encore 2-3 minutes, dans l'avenir, si vous aviez des propositions à faire, quelles seraient les 5 premières propositions qui seraient pour vous inévitables? Oh là, vous me prenez un peu complètement déboté, moi. D'abord, pour moi, la première proposition et demande que je fais, c'est qu'on construise davantage, parce que franchement, on est dans une situation où il n'y a vraiment pas suffisamment de logements construits. Ensuite, qu'on augmente les salaires les plus bas, qu'on laisse pas les gens simplement avec le SMIC tel qu'il est, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ce SMIC-là? Comment on peut vivre avec ça? Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres propositions, mais je n'y ai pas réfléchi. Vous me prenez au débeauté, je n'y ai pas réfléchi. C'est déjà très bien. C'était très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé votre temps, cher Laurent Desmarres. Merci à vous. Merci beaucoup, et vous avez le soutien de Sud Radio, vous le savez, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre, Stéphane Pellet. Alors, un autre dont le temps est compté, parce que cette semaine, c'était son marathon, c'est Manuel Domergue. Donc, il a bien voulu prendre du temps avec nous ce soir pour nous expliquer dans le détail, puisqu'il présentait donc au nom de la Fondation Abbé Pierre. Donc, le nom complet, c'est pour le logement des défavorisés. Voilà, c'est ça. Donc, cette fondation qui, en fait, est un adhérent, on va dire, du grand mouvement Emmaüs International, et qui se focalise sur ces questions de logement dont on parlait à l'instant. Et donc, on s'est aperçu que 70 ans après l'appel de l'Abbé Pierre, la pauvreté s'est installée malheureusement durablement dans notre pays. Et il y a une raison parmi d'autres, mais qui est essentielle, c'est le manque criant de logement. Et le rapport que vous sortez, dont vous allez nous parler dans le détail ce soir, c'est un rapport qui dit la bombe sociale du logement va exploser. Les chiffres sont là. Je crois que Philippe David les présentait tout à l'heure. Ils sont désormais dramatiques. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire 2 mots de votre travail depuis ces années-là, et puis de ces fameux chiffres, et puis aussi quelques mots sur vous et votre parcours? Écoutez, oui, les chiffres là qu'on a présentés cette année sont particulièrement inquiétants. En fait, si on dit que la bombe sociale autour du logement a explosé, c'est parce qu'on l'avait annoncé avant. Et pas que nous, tous les acteurs de l'immobilier, même le précédent ministre du Logement, Olivier Klein, avait parlé de cette bombe sociale, et on pensait que le gouvernement averti par ces alertes, allait faire quelque chose. On aurait pu juger, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Ils ont préféré ne rien faire. Il y a eu le Conseil national de la refondation autour du logement qui a été mis en place par le gouvernement, animé par Nexity et la Fondation Abbé Pierre, des dizaines de propositions assez consensuelles de la part de tous les acteurs du logement, malgré nos désaccords, c'est normal. On pensait qu'ils allaient en retenir quelques-unes. Rien, tout ça a été balayé. Et en fait, il y avait une forme de, je pense, dans la tête de nos gouvernants, de déni sur les besoins. C'est-à-dire que la crise du logement, elle date pas d'aujourd'hui, évidemment. Les personnes mal logées, ça existait déjà en 2017 largement. Mais ils avaient, je pense, l'impression que toutes nos alertes étaient un peu
exagéré, qu'on allait s'en sortir, que la démographie française était plus stagnante et donc on aurait moins de besoins. En fait, les besoins augmentent. Et là, le nombre de situations dramatiques, on n'a jamais eu autant de personnes refoulées au 115 que cette année. 8000 personnes chaque soir refoulées au 115. Est-ce que le logement ne s'oppose pas à l'écologie, justement, par la non-artificialisation des sols, où on demande maintenant oui, non, mais ces sujets-là aussi, on s'oppose à ça. D'un côté, on a l'urgence, et d'un autre côté, on a l'écologie qui freine, justement. Oui, c'est la fin du mois et la fin du monde. Le double mauvais effet, c'est qu'avec maintenant les normes écologiques, le coût de la construction a explosé. Oui, plus alors, les taux d'intérêt qui ont fait augmenter les prix. Il y a une tension, effectivement, entre l'impératif écologique et puis le besoin en logement. Évidemment, ce serait plus simple de faire comme dans les années 60, de construire des logements pas chers, mal isolés, en étalement urbain. Oui, c'est plus facile à faire. Sauf que ça a des conséquences à terme de ça. Certes, on a plus de logements tout de suite, mais s'ils sont mal isolés, ça veut dire qu'on se ruine à se chauffer. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, les 5 millions de passoires énergétiques. Oui, et qui deviendront insalubres très rapidement. Voilà, il faut construire et ce qui va pour augmenter longtemps. encore la crise. Est-ce que sur les sujets de la transformation, par exemple des bureaux vides, de les transformer en logements, est-ce que ça rentre, vous, dans ce que vous pourriez proposer ? Oui, absolument, parce qu'on a une pénurie de logements et une bulle de bureaux. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a laissé chaque maire un peu faire son petit plan d'urbanisme dans son coin, et beaucoup de maires ont préféré avoir des tas de bureaux parce que ça rapporte des taxes, parce que c'est moins difficile à gérer, il n'y a pas besoin d'avoir des crèches, des écoles, etc. Et donc, on a trop de bureaux. Et puis, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a eu le Covid, et donc les bureaux semblent moins importants qu'il y a quelques années. Ils se sont beaucoup vidés. Et donc aujourd'hui, tout le monde réfléchit à transformer ces bureaux en logements. Alors c'est pas évident parce que ceux qui ont été faits pour être des bureaux, c'est dur de les transformer en logements, mais certains bureaux actuels étaient des logements auparavant. Et donc eux, c'est plus facile à reconfigurer en logement. Stéphane Pellet. Manuel Domergue, vous devriez quand même nous dire pourquoi on a ce sentiment pour autant de voir quand même des grues, chacun tous autour de nous, des grues, des constructions. En bas de chez moi, vous voulez dire, c'est ça non. Et puis qu'en fait, il y a de moins en moins de logements. Je vous pose la question, vous avez parlé du déni du gouvernement, mais peut-être que même certains Français sont dans ce déni-là, parce qu'ils circulent, ils voient des constructions neuves un peu partout se faire. Je ne parle pas de la situation précise actuellement, mais vous verrez qu'il y a un temps retard jusqu'à là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin encore plus de logements ? En fait, on est dans un pays, par rapport à nos voisins européens, qui construit davantage. On a quand même 300 000 logements mis en chantier cette année. C'est plus que les Allemands, que les Italiens, que les Espagnols, etc. Oui, mais l'Allemagne, par exemple, a une population qui diminue plutôt qu'augmenter. C'est toute la différence. L'Espagne est pareil et l'Italie pareil en démographie. On a des besoins qui sont plus importants parce qu'on a une démographie qui est beaucoup plus forte. Alors, elle a une tendance à aller vers la stagnation dans les 15 ou 20 ans qui viennent, mais il y a plus de ménages. On a peut-être un peu moins d'individus, mais il y a plus de ménages parce que dans chaque logement, il y a moins de monde parce que les gens cohabitent, divorcent, vieillissent seuls, vivent seuls davantage. Et donc, il y a des besoins en logement qui sont plus importants et on court après ces besoins et en fait, on court pas assez vite. Et les logements qu'on fait et parfois les bureaux qu'on fait, c'est ça aussi les grues. On continue à faire du bureau alors qu'il n'y a pas de besoin assez important pour faire des bureaux. Mais c'est intéressant, Aurélie, ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais la société étant en train de changer et les habitudes des familles qui se dédoublent, et effectivement, c'est-à-dire qu'une famille, maintenant c'est peut-être entre 2 et 3 appartements, donc là il y a un vrai sujet aussi à traiter. Oui, tout à fait, il y a à la fois des besoins qui sont très légitimes. Un couple qui se sépare, ils ont besoin d'avoir des chambres d'enfants dans la maison A et dans la maison B. Bon, après il y a des besoins qui sont plus questionnables. On a un boom en ce moment des résidences secondaires, par exemple. Donc c'est bien d'avoir des résidences secondaires, mais est-ce que c'est pas bien que chacun ait aussi un logement ? Est-ce que le droit à avoir un logement ne devrait pas passer avant le droit d'avoir 2, 3 logements ? Donc il y a aussi une question d'inégalité. Et on construit beaucoup parce qu'on est dans une société très inégalitaire. Et il faut rediriger la construction, les attributions de logements vers les personnes qui en ont le plus besoin. Aurélie Gros. Et vous ne pensez pas que vis-à-vis du grand public et justement des personnes qui habitent dans ces villages, on remarque souvent les gens disent « Ah non, nous on veut pas de logement, ah bah non, on veut pas de logements sociaux, ah bah non, on veut pas grossir ». Bon, c'est souvent, on voit ça dans tous les villages et villes de France, même des maires qui s'opposent totalement à la construction de logements sociaux
sociaux par peur d'eux. Et vous pensez pas qu'une communication au grand public par l'État serait largement nécessaire pour expliquer ce besoin, puisqu'il peut toucher tout le monde en fin de compte, les gens oublient, c'est comme le handicap, on peut avoir un gros problème dans la vie même de pauvreté. D'ailleurs, j'ajoute une chose, parce que je pense que dans l'esprit de la plupart des Français, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut des logements, surtout sociaux. Bien sûr qu'il en faut beaucoup, mais en fait, il faut du logement en général. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Construire des logements en nombre suffisant, c'est difficile pour un maire, pour un président de conseil régional, parce que la population est ambiguë à l'égard de cette construction. On a envie que tout le monde ait un logement, on a envie déjà d'avoir soit un logement confortable, grand, bien chauffé, et en même temps, avoir des chantiers en bas de chez soi, c'est énervant. Avoir des nouveaux voisins, des nouvelles constructions qui peut-être vont boucher la vue, qui vont vous compliquer la vie, qui vont surcharger les classes des enfants, tout ça, ça fait un petit peu peur. Et aussi, quand on fait du logement social, il y a beaucoup de préjugés sur les habitants des logements sociaux. Alors chacun vient avec ses préjugés. Est-ce que ça va être des personnes qui ont des difficultés, des addictions, peut-être ça va être des personnes d'origine étrangère, et donc on sait qu'on est dans une société où la tolérance n'est pas la chose forcément la mieux partagée, et où les gens ont leur ambiguïté. On aurait besoin de l'abbé Pierre. On aurait besoin de l'abbé Pierre pour un moment faire comprendre que ses petites peurs, son petit égoïsme municipal doit aussi être dépassé, parce qu'il y a des gens qui crèvent à la rue, tout simplement. Le petit égoïsme municipal, j'aime beaucoup cette phrase, ça me fait beaucoup rire. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. À l'occasion du 70e anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre, nous sommes aujourd'hui avec Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Nous avions Laurent Desmares, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre. Manuel Domergue, le mal logement aujourd'hui, c'est un sujet aussi de santé publique. C'est important de le dire. Oui, absolument. Alors, ça semble assez évident. Les gens qui n'ont pas de logement, bon là, il y a un risque de mortalité très clair. En France, il y a un collectif qui s'appelle le collectif des morts de la rue, qui fait un travail vraiment époustouflant, triste, mais époustouflant, parce qu'ils vont recenser toutes les personnes qui sont mortes de la rue dans l'année. Ils ont tout un réseau d'informateurs et ils arrivent à montrer nom par nom, personne par personne, qu'il y a en moyenne 2 personnes qui meurent de la rue chaque jour en France. Et ça, c'est en toute saison. Il y a des personnes qui meurent de froid et ça nous a tous bouleversés, je pense, là, pendant les vagues de froid. Mais en fait, en été, au printemps, il y a des gens qui meurent en fait de la solitude de la rue, de la violence de la rue, et puis des maladies qu'on contracte et aussi des addictions, parce que la rue, ça rend fou, ça rend addict aussi aux drogues, à l'alcool, etc. Donc ça, c'est vraiment la conséquence la plus directe. Mais les personnes qui ont des logements qui sont peu confortables ont aussi des conséquences, alors peut-être moins spectaculaires, moins directes sur leur santé, mais qui sont massives, parce que ça concerne des millions de personnes. Les gens qui ont froid chez eux. Les gens qui ont froid chez eux, c'est des milliers de morts chaque année, parce que votre système respiratoire, quand vous êtes un peu fragile, il est abîmé par le froid. Les moisissures, quand vous êtes mal ventilé avec de l'humidité, il y a certaines moisissures, des champignons toxiques qui viennent abîmer vos voies respiratoires, notamment les enfants. Les enfants qui font des bronchiolites à répétition, souvent, c'est à cause du logement. Et puis, de plus en plus, il y a le changement climatique, et donc il y a des vagues de chaleur, et quand vous avez froid chez vous en hiver, souvent, l'été, vous avez hyper chaud. Il y a des logements, il fait 45, 50 degrés, et on voit que les pics de mortalité, alors on se rappelle de la canicule 2003, mais en fait, chaque fois qu'il y a un pic de chaleur en France, il y a des centaines de personnes, surtout des personnes âgées, qui meurent. Donc, c'est des pertes de chance qui sont des vies qui sont amoindries à cause de ça. Et ça, c'est à cause du logement. Oui, et donc on le rappelle, vous le disiez tout à l'heure, votre 29e rapport, c'est ça, sur la situation du mal logement en France vient de sortir. Il a été remis à toutes les autorités, au gouvernement. Vous dites qu'il y a une forme de déni devant cette bombe sociale qui désormais est prête d'exploser, mais vous portez aussi un certain nombre peut-être de solutions. Ça serait bien d'en esquisser quelques-unes ce soir. Juste avant, à quel moment ça a vraiment basculé en fait? Parce qu'aujourd'hui, on fait un constat. Est-ce qu'on a une date précise en disant là, on est arrivé à un point de rupture qu'on n'a pas anticipé? Alors, historiquement, après l'appel de l'Abbé Pierre, l'État a investi massivement. Peut-être que c'était pas toujours très élégant, mais enfin, les grands ensembles, on a trouvé des logements à beaucoup de personnes. Et puis, on a relâché l'effort dans les années 80-90 en disant, bon, ben voilà, on a fait le boulot, maintenant, les gens vont s'insérer sur le marché normalement. Sauf qu'il y a eu le chômage de masse, les nouveaux pauvres dans les années 90-2000, et on a vu ressurgir le mal logement, ressurgir les bidonvilles. Donc ça date pas là d'il y a quelques années. Ce qui a changé là, ces derniers mois, c'est d'une part des mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis 2017, qui a coupé à hauteur de 4 milliards d'euros par an les APL. Donc les APL, c'est les aides pour payer votre loyer quand vous êtes
pauvres, quoi. Donc forcément, couper à un tel niveau pour des personnes qui ont du mal à se loger, ça a des répercussions. Et puis ils ont coupé les vivres aussi des bailleurs sociaux, des organismes HLM. On a monté la TVA sur le HLM, c'est absurde quand même. C'est les seuls acteurs de l'immobilier qui font pas de fric, c'est les HLM. C'est à eux qu'on a augmenté la TVA. Et donc la production HLM s'est effilochée petit à petit. Maintenant on est à 82 000 logements sociaux par an, alors qu'on était à 125 000 au début du quinquennat. Et donc on voit que là, depuis quelques années, la situation s'aggrave. Et ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a eu la hausse des taux, et donc les gens ne peuvent plus... La hausse du prix des produits, des matériaux de construction aussi. Absolument, donc les coûts de la construction ont beaucoup augmenté, c'est lié au prix de l'énergie aussi, et donc ça fait que c'est très difficile aujourd'hui de construire et de trouver un crédit auprès de sa banque pour acheter. Et donc ça, mis bout à bout, plus la hausse des prix de l'énergie, les gens ont du mal à se chauffer. On est passé de 14% des gens qui ont froid chez eux à 26% en 2 ans. Il y a tous les logements HLM qui n'ont pas été rénovés et qui sont en état d'insalubrité. Absolument. Et qui ne peuvent pas les rénover. Stéphane Pellet. Résumé, donc, à plus de 150 000 habituellement, ou quelque chose comme ça, logements sociaux construits par an. On est actuellement autour de 93 000, et ça ne suffit pas, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, avec les ménages qui décohabitent, avec la nouvelle société, exactement. Donc il faut se tourner aussi vers des solutions. Manuel Laubergue, d'ailleurs je précise que ce soir il n'y a toujours pas de ministre du Logement, donc je me tourne vers vous en attendant. Voilà, je fais office de... Vous postulez? Absolument, officiellement ce soir. Non, je pense que j'ai peu de chance. C'est un scoop Sud Radio. Manuel Domergue postule pour être ministre du Logement. Je pense que j'ai peu de chance vu les orientations qui sont prises. Voilà, donc je ne postule plus vraiment. Non, en fait, il y a des solutions qui sont simples, qui ont fait leurs preuves. Il y a des choses innovantes, il y a aussi des choses simples. Donner des allocations aux personnes pour les aider à payer leur loyer, ça marche. Produire des logements sociaux et très sociaux, ça marche. On en fait depuis 100 ans en France. C'est simple, grâce à l'argent du livret A, on a tous un livret A, la Caisse des dépôts prête aux organismes HLM qui construisent des logements, qui ont des loyers plafonnés, et ils les attribuent à des ménages qui en ont le plus besoin. Ça marche. C'est pas la peine d'inventer des choses folles. Après, on sait bien qu'il faudrait remonter le plafond du livret A. Non, parce que, ce serait bien pour les épargnants, mais si on le remonte, ça veut, le taux d'intérêt. Je parle pas du taux d'intérêt, le plafond. Je parle du plafond. C'est ce que François Hollande. Je parle du plafond. C'est ce que François Hollande a fait quand il a été président. Donc pourquoi pas, mais aujourd'hui il y a suffisamment de fonds dans les caisses de la Caisse des dépôts. Donc c'est pas tellement ça. C'est le bas de laine des Français. C'est pas ça qui manque. Le premier bas de laine. Exactement. C'est pas ça qui manque à tel point qu'ils maintenant ils vont l'utiliser pour faire aussi l'industrie de l'armement, le nucléaire. Donc il y a assez de fonds pour faire du logement social, pour prêter aux organismes HLM. Ce qui manque, c'est de l'argent frais, des subventions pour aider les organismes HLM à payer les coûts de construction dont vous parliez, à payer les coûts du foncier qui sont importants pour pouvoir sortir des logements avec des loyers qui soient abordables aux personnes qui gagnent 1 000 euros, 1 500 euros. Voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Après, vous avez raison de dire que même si on relançait aujourd'hui le monde HLM, ça suffirait pas pour les 2,6 millions de ménages qui sont en attente de logement social et pour les 330 000 personnes sans domicile. Donc pour ça, il faut aussi aller convaincre des propriétaires de logements privés, vacants ou pas vacants, de leur dire, si vous voulez, vous pouvez les mettre à disposition d'associations. On fait ça beaucoup, il y a des agences immobilières à vocation sociale, et en fait ça c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'État ou les associations utilisent votre logement, assurent la gestion locative, se chargent de tout en cas d'impayé, de dégradation, vous avez des loyers un peu moins élevés, mais vous êtes sûr de les toucher. Et pour plein de gens qui ont peur, à juste titre ou pas, des locataires, parce qu'avoir un locataire, c'est aussi potentiellement des ennuis, des normes à respecter, et quel que soit son niveau financier. Absolument, non, ça n'a rien à voir. Et vous ne pensez pas que les constructeurs, pas les bailleurs sociaux, mais que les constructeurs devraient être encadrés sur la marge qui leur reviendrait en cas de construction de logements sociaux, par exemple? C'est du vécu. Ouais, oui, c'est du vécu. Si, tout à fait. On pourrait notamment encadrer le prix du foncier, parce que ce qui coûte de plus en plus cher quand on construit un logement, maintenant, c'est aussi le prix du foncier. Ouais. Après, les promoteurs aujourd'hui, ils sont pas à la fête. Non, ils sont pas à la fête. Mais à un moment, ils étaient à la fête. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ils le sont plus, effectivement. Mais aujourd'hui, vous pensez pas que, le prix de vente de leur construction de bâtiments aux bailleurs devrait être moins cher que ce qu'ils vont avoir comme marge sur du logement privé, parce que souvent on fait de la mixité sociale, on essaye de faire du privé public. Donc je pense qu'on pourrait différencier la marge prise par le constructeur sur du logement social.
social. C'est une proposition en plus. Oui, absolument, absolument. C'est pas simple à organiser parce qu'il faut pouvoir mesurer ils vous adorent, on va dire. Mais je crois que oui, oui. Et puis il y a toute la série des solutions dites innovantes que vous portez notamment. On a reçu ici, vous vous souvenez, Lazare, c'est l'idée que par exemple un legs d'immeuble, on fait vivre plusieurs générations à l'intérieur, vous les aidez, vous les financez. Je pense que derrière, après l'appel de l'abbé Pierre, il y a l'appel de nous L'Église tous. fait beaucoup ça. Hein. L'Église qui est propriétaire de beaucoup d'immeubles, ils organisent, ils font des cuisines, des co-living avec plusieurs chambres. Oui, c'est il y a une des nouvelle manières tendance qui d'habiter qui fonctionne peuvent bien. à la fois correspondre à ce qu'on disait sur le fait que les ménages sont de plus en plus petits, il y a de plus en plus de personnes seules et qui en même temps veulent avoir leur logement, veulent pas habiter avec quelqu'un d'autre, mais veulent être dans un ensemble, un quartier, un immeuble où ils seront pas tout seuls. Et ça, notamment pour les personnes âgées. Parce que ça, c'est la solitude, c'est important aussi. Absolument. Il faut la gérer. En termes d'alternative à l'EHPAD, qui fait peur beaucoup à beaucoup de personnes qui sont encore relativement en forme, mais qui n'ont pas envie d'habiter seules, avoir des formes de colocation ou d'un immeuble intergénérationnel où on pourrait partager l'aide à domicile, etc. L'immeuble solidaire, ça marche bien. Ça permet aussi de mettre en commun des mètres carrés, parce que être tout seul dans un logement de 100 mètres carrés, c'est un peu de la déperdition quand même. Alors que si on peut être à plusieurs et partager la laverie, une cuisine, des salles de jeu pour les enfants, ça pourrait répondre à la pauvreté des étudiants. Ouais. Exactement. Voilà, en fait, il y a ça plein de répond solutions à plein de solutions intéressantes. Et c'est vrai que ça évite que certaines personnes soient seules. Et je vous le dis parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'ai parlé à quelqu'un il y a 2 semaines dans un supermarché qui essayait d'attraper quelque chose dans un rayon. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous aider? Et elle m'a regardé en me disant, vous vous rendez compte que vous êtes la seule personne qui m'a adressé la parole depuis 1 semaine. Et je peux vous assurer que c'est terrible. En fait, ça m'a glacé le sang et depuis, je m'en remets pas. Et c'est pour ça que lutter contre la solitude, c'était un sujet très important, l'isolement, à toutes les personnes, en tout cas, qui nous écoutent. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Et puis, je sais qu'il est en réunion, mais merci en tout cas à Laurent Desmar, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre. Et merci à vous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, le G500, d'avoir encore, bien entendu, monté cette émission. Quand on aura un ministre du logement. À Pâques ou à la Trinité. Je regarde si j'ai pas un message, on sait jamais. Non, j'ai toujours pas de message. C'est pas pour moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain pour les vraies voix citoyennes. Oui, à 20h02 après le flash Sud Radio Rugby au cœur de la mêlée avec un menu gigantesque. 3 victoires à l'extérieur dans le tournoi Destination et tout qui est chamboulé en top 14 avec la défaite du leader le Racing à l'USAP qui a été dépassé par le Stade Toulousain, le Stade Français et l'UBB. C'est avec François Trio, Quentin Cabanis et toute la Dream Team Rugby de Sud Radio. Ah oui, c'est vécu. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à notre équipe formidable. On vous embrasse. Salut, à demain.